Bonnes vacances à tous! Aujourd'hui, je suis fier de vous parler d'une émission que je rêvais de vous parler depuis très longtemps. D'une vieille émission rarissime dans le but de vous informer sur une émission jeunesse que je recherchais depuis très longtemps. Il s'agit d'une émission qui fut produite en 1993, donc 30 ans aujourd'hui, et qui fut un concept international divisé dans 8 pays, dont le Canada. Et donc j'étais un des rares seuls fans à avoir visionné cette émission avec ma sœur lorsque nous étions jeunes. Aucune vidéo n'a été mise sur le web, et très peu de gens en ont parlé. C'est pour vous dire qu'à une certaine époque, depuis que j'ai reçu Internet chez mes parents, une des émissions que je voulais trouver n'a hélas aucune information sur ce sujet. Et même en 1993, il n'y avait pas d'Internet pour en apprendre davantage sur ce sujet. Bref, je croyais que ce sujet ne serait jamais discuté à un moment donné. Jusqu'à ce qu'un YouTuber québécois du nom de Télé Nostalgeek met finalement le premier épisode sur le net. Aujourd'hui, je vous raconte la palpitante histoire de Système 93. Bref, comment ce jeu a vu le jour? On va l'expliquer dans 4 parties qui vous expliquera en clair le concept et l'émission en question en répondant à de nombreuses questions durant la présentation de cet épisode. Le concept de l'émission. 8 pays étaient ensemble en compétition dans 2 équipes de 4 joueurs constituant l'équipe des Verts et des Jaunes, dont le Canada, la Suisse française ou Suisse romande, la Suisse italienne, le Portugal, l'Afrique du Sud, la Hongrie, l'Angleterre et la Belgique flamande. Les joueurs devaient coopérer ensemble dans 3 niveaux bien distincts. Le premier consistait à remettre ensemble dans des gros blocs le mot système qui devait durer chacun 4 minutes pour les 2 équipes. Le deuxième consistait à 3 jeux de casse-tête différents. Le premier consistait à reproduire l'image exactement comme on le voyait dans la première image. Cependant, 2 joueurs devaient les assister accompagnés de 2 joueurs qui devaient les guider. Le troisième consistait à plusieurs jeux pour finalement que les 4 joueurs finissent ensemble la partie. Ces 3 niveaux avaient tous un but précis, coopérer ensemble malgré les barrières de la langue. Ce jeu consistait à se faire comprendre comme une tour de Babel en interagissant dans des jeux d'adresse, de casse-tête, de dextérité, d'astuce, d'ingéniosité, de parcours et de physique. Lorsqu'on voit à la fin la planète entière est constituée d'enfants de partout dans le monde qui rappellent assez une tour de Babel. L'interface de l'émission. Mais ce qui frappera le public, ce sera l'interface du jeu à la télé, qui sera incomprise par le public de l'époque. L'interface de l'ordinateur était coordonnée par le personnage d'Herman, un personnage d'un ordinateur qui opérait les différentes phases du jeu. Les commandes consistaient à changer plusieurs endroits comme dans un jeu vidéo, en prenant de nombreux endroits comme une interface dans un menu, comme peser pour changer de niveau, changer d'interface pour expliquer les maniements pour comprendre le jeu, peser pour mettre le cadran pour que le jeu débute, bref, plein d'interfaces qui servaient à Herman de pouvoir présenter le jeu. Tout ça narré par la narratrice transformée en voix d'ordinateur pour avoir une ressemblance à un jeu futuriste. Ordinateur de système 93 doté de 2 disques durs de 428 mégaoctets en ligne. Aujourd'hui, on peut se dire que l'interface du jeu et tout ce qui va avec a monstrueusement mal vieilli. Mais je vous rappelle, nous étions en 1993. Et en 1993, le CD-ROM venait tout juste d'apparaître dans les maisons. Très peu de jeux d'ordinateur avaient encore d'excellents graphismes, comme ce qu'on verra avec Dominatrix aussi. Et à l'époque, en 1993, les ordinateurs fonctionnaient en 115 MHz de mémoire vive, ce qui est aujourd'hui assez bas et vieillot pour ce qui consistait à l'époque. Évidemment, au début de l'émission, lorsqu'on entend le fonctionnement de l'ordinateur, on peut se dire que c'était pas le cas et que l'ordinateur de ce jeu était trop en avance sur son temps. Un ordinateur fonctionnant en 500 MHz, il vaudra attendre vers le milieu des années 2000 avec l'arrivée des plateformes numériques comme YouTube et compagnie qui comportaient des machines telles que Windows XP pour avoir une certaine ressemblance. Aujourd'hui, parler de bits ou de mégahertz semble moins à la mode, mais à cette époque, ce n'était pas du tout le cas. Et je vous rappelle que dans les consoles de jeu, nous étions encore au balbutiement du format CD-ROM, alors que la TurboGrafx 16 était sortie en 1987 avec un format CD-ROM à ses débuts. On était encore à l'époque des jeux 16 bits, avec d'un côté la Sega Genesis et la Super Nintendo de l'autre. Bref, c'était cette guerre de consoles qui intéressait ce public à l'époque. Mais aussi, la Sega CD venait de débuter en 1993 avec Sonic CD, et la PlayStation sortie n'était pas encore sortie à ce moment-là. Il reste maintenant à vous parler du troisième point, le lieu du tournage de cette émission.
L'histoire du château Ever et des Tudors. Le tournage de cette émission internationale avait été tourné près du château Ever en Angleterre, et cet endroit n'a pas été choisi au hasard. Le château Ever a une histoire bien particulière que je dois vous raconter. Il s'agit du château qui faisait partie de la famille de la deuxième flamme du roi Henri VIII, Anne Boleyn. Une histoire tragique digne de la couronne d'Angleterre. Pour ceux qui ne le savaient pas, le roi en question qui était Henri VIII était considéré par plusieurs comme le roi d'Angleterre le plus connu à travers le monde. Les Britanniques vous le diront que c'est le roi dont ils pensent spontanément. Il est non seulement le plus connu, mais aussi le plus sanglant, cynique, tyrannique, macho, violent et sanguinaire qui existe en ce monde, mais aussi qui vers la fin était énorme et obèse. La plupart le rapprochent beaucoup au sinistre Barbe Bleue du conte de Charles Perrault. L'histoire entourant sa légende, c'est celle de ses 6 femmes. Pendant des années, le roi a enchaîné des mariages qui ont très souvent fini dans le sang. Au départ, Henri était le deuxième fils de la longue lignée des Tudors. Alors que son grand frère Arthur est mort tragiquement, il devient ainsi le nouveau roi d'Angleterre. Il épouse ainsi la femme de son frère, qui était Catherine d'Aragon, qui était plus vieille que lui. Anne Boleyn est ainsi devenue la deuxième femme à avoir enfin enflammé l'étau du roi, en le poussant en se séparant de son ancienne épouse à faire changer son empire et en créant une nouvelle religion dans un seul but, obtenir un héritier pour la couronne d'Angleterre pour lui succéder. Mais ça ne se déroulera pas de cette façon. Alors que son père avait des problèmes d'impôts, il poussera sa fille à trouver le moyen de la courtiser dans le but de sauver le sort de son château, mais aussi le moyen de garder le pouvoir au sein du roi. Alors qu'Henri VIII s'est lassé de sa sœur Marie, Anne aura comme but d'être exotique et être la compagne dont ce dernier tombera amoureux d'elle, prêt à toutes les bassesses pour être à son contrôle absolu, même en se débarrassant des contradictions du pape et de l'Église catholique. Alors qu'il souhaite se séparer de Catherine d'Aragon et que l'Église refuse ses avances, il décide finalement de rompre avec le pape et de créer une nouvelle religion dans ce pays qui deviendra ainsi la religion anglicane telle qu'on la connaît aujourd'hui. Cette situation poussera ce dernier à faire brûler de nombreuses églises et à les transformer en nouvelle église anglicane. Cette situation mettra certains à se douter de cette décision, où il brutalisera de nombreux catholiques pour qu'ils changent définitivement de religion. Sinon, il était puni par la loi et méritait la mort. Finalement, lorsqu'il obtient le dur labeur qu'il a réussi à mettre en place, Catherine d'Aragon est finalement dégagée de la cour royale. Anne Boleyn devient finalement sa nouvelle épouse sans désirer qu'il souhaitait tant avoir. Évidemment, avec de nombreuses relations sexuelles qu'il aura obtenues, Anne Boleyn tombe enceinte. Le pays entier ainsi que le roi retient son souffle. Alors qu'Anne souffre énormément en compagnie de ses dames d'honneur pour accoucher de son enfant, elle accouchera, mais il s'agira d'une fille. Pour le roi, ce fut un désastre, car il voulait tant un fils et non une fille pour asseoir à son trône. Et pourtant, cette petite fille Élisabeth deviendra plus tard un des plus grands monarques d'Angleterre. Mais pour le roi Henri VIII, c'est le début des chicanes entre lui et sa nouvelle épouse. Ce dernier ne veut plus rien savoir d'elle, sauf s'il lui donne le fils tant désiré qu'il rêve d'avoir. Ainsi, Anne tombera de nouveau enceinte. Cependant, comme le roi Henri VIII est exigeant et brutal en la violant dans le but qu'elle tombe à nouveau enceinte, elle le deviendra ainsi. Mais cependant, ce ne sera que des fausses couches, où elle deviendra plus brutale, ne dormant plus la nuit et devenant jalouse peu importe où elle est en présence d'une autre femme. Alors que cette dernière ne lui a pas offert son dû, ce dernier tombera amoureux d'une autre femme, Jane Seymour. Alors que ses jours sont comptés, elle tentera de demander à son frère de faire l'amour avec elle, dans le but de mettre en vie un garçon alors qu'elle a perdu tout espoir d'avoir le fils qu'Henri lui donne sans cesse d'obtenir. Mais son frère refusera de lui subvenir à ses avances sexuelles, où l'inceste était puni par la loi. Et pourtant, cette rumeur poussera les gens autour de la cour de faire un procès contre elle, pour ne pas avoir obtenu ce qu'il veut, en disant qu'elle avait trompé avec son propre frère à 3 reprises, alors que littéralement les 3 cas de ce procès sont absurdes et sans fondement. Encore aujourd'hui, le procès d'Anne Boleyn est l'objet de tous les fantasmes, tellement que les gens souhaitent que la cour d'Angleterre puisse obtenir la libération complète pour lui enlever les charges qui pèsent contre elle. Suite à ça, elle sera enfermée dans la tour de Londres. Sa sœur Marie tentera de convaincre le roi de la libérer et qu'elle quitte le royaume sans encombre avec sa fille dans ses bras. Mais le roi refusera cette offre. 3 jours après son frère tué de façon barbare, digne et courageuse,
Anne Boleyn montera sur l'échafaud et ainsi on lui coupera la tête. Horrifiée par la scène dont elle a été témoin, la sœur de Anne quittera en emportant son enfant avec elle et quittera pour toujours la cour d'Angleterre, où elle adoptera Élisabeth comme sa propre fille, jusqu'à ce qu'elle devienne majeure et qu'à la fin du roi Henri VIII, elle devient finalement reine d'Angleterre. Suite à cette situation, son père ne pourra pas garder le château Ever pour sa dernière fille, faute de personnel et faute de personne pour en prendre soin. Henri VIII décidera d'acheter le château Ever pour l'offrir à sa quatrième épouse, Anne de Clèves. Cependant, même si ce mariage n'a pas duré longtemps, le château Ever est ainsi abandonné par la cour royale. Ainsi, il sera laissé en décrépitude pendant de nombreux siècles. Jusqu'en 1992, lorsque le palais royal de Windsor vivra un horrible incendie qui se déroulera dans le pays, pour trouver un moyen de payer les coûts et les dettes de la réparation du palais, la reine Élisabeth II demandera qu'on décide de rénover entièrement tous les châteaux d'Angleterre dans le but de les réutiliser, dans le but de faire de nombreuses visites guidées qui aidera le château Ever à rester finalement en vie. C'est de cette manière, pour subvenir aux besoins financiers de la famille royale d'Angleterre, que la reine Élisabeth II donnera le droit à la société Meridian et à UER, l'Union de la radio-télévision européenne, à savoir la société Eurovision, pour être utilisée pour son jeu Système 93 qui sera utilisé à ce moment-là. Mais une question demeure. Pourquoi le jeu n'a pas eu droit à une seconde saison? Et pourquoi aucune rediffusion de cette émission n'a eu lieu par la suite? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Les hypothèses de son annulation. Plusieurs hypothèses sur son annulation proviennent de nombreuses raisons. La première étant le territoire du château Ever, qui a dû coûter une beurrée pour l'organisation du tournage qui n'a pas pu s'entendre avec les organismes de l'émission pour la création de nombreuses autres saisons. La deuxième étant l'organisation des enfants provenant des 8 pays qui ne se sont pas entendus pour organiser une deuxième saison dû que plus d'une cinquantaine d'enfants ont vécu probablement des problématiques n'étant pas aidés par l'équipe de production qui ne les avait pas aidés durant le tournage. Ou encore la dernière hypothèse, qu'un scandale s'est déroulé durant le tournage sans avoir la raison principale où certains ont probablement tombé malades et n'ont pas été en mesure de leur venir en aide durant le tournage de cette émission. Bref, autant d'hypothèses dont nous n'aurons jamais la réponse à cette question. Le plus triste, c'est qu'aucune information sur le web n'a jamais été donnée et comme Internet et YouTube n'ont jamais voulu partager aucune vidéo à ce sujet, tout cela reste en suspens. Conclusion. Pour finir, au-delà de ce seul épisode disponible, Système 93 était peut-être un projet trop ambitieux, innovateur, coûteux et probablement difficile techniquement parlant. Le secret entourant cette émission jeunesse internationale restera rempli de mystères dont nous n'aurons jamais les réponses à cette question. Je vous conseille à tous ceux qui ne la connaissent pas de visionner amplement cet épisode unique qui est disponible sur YouTube. Je remercie la chaîne YouTube Télé Nostalgique de m'avoir aidé à retrouver ce souvenir d'enfance que je recherchais depuis fort longtemps et qui m'avait tant marqué à l'époque. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à regarder cet épisode, de liker sa page YouTube pour voir d'autres exclusivités sur sa propre chaîne. Par ailleurs, ce dernier a perdu plus de 900 abonnés sur sa propre chaîne. Je vous demande amplement d'aller le liker et de vous abonner à sa page YouTube et à sa page Facebook pour voir tout son contenu qu'il a mis en ligne. Vous pourrez visiter sa page YouTube ainsi que de regarder l'épisode tout de suite après avoir regardé ma vidéo et ainsi vous pourrez retrouver tous les liens en bas de la description de la vidéo. Je vous conseille de la partager à tout le monde pour qu'il soit ainsi rémunéré dans son travail. Tout ce qu'il me reste dorénavant sur cette émission, ce sont les secrets entourant l'émission, dont les participants québécois ou suisses-françaises pour en apprendre un peu plus. Si certains sont encore vivants parmi nous, j'espère qu'avec les efforts fournis, que d'autres épisodes de l'émission seront rediffusés sur le web dans le but que cette émission ne soit pas oubliée dans les limbes de l'oubli. Cette année, ce sont les 30 ans d'une émission qui aura duré le temps d'une saison et dont aucune personne de moins de 40 ans ne se souvient et qui n'a jamais été rediffusée durant de nombreuses années. D'ailleurs, il n'existe aucune image provenant de l'international issue de cette émission. En tout cas, si j'ai été le premier à en avoir fait une critique en français, j'espère que d'autres personnes issues de l'étranger en feront pareil autant. Je vous remercie de votre attention. Prenez soin de vous. Bonnes vacances à tous qui débutent directement et à très bientôt. Au revoir.